Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Couloir du Droit. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du parc national de la Pandjari, entre autres, quelle relation entre African Parks et les communautés riveraines. Depuis août 2017, le gouvernement du Bénin a confié la gestion du parc national de la Pandjari à l'ONG internationale African Parks en vue d'une gestion plus professionnelle de cette aire protégée et en faire une référence en Afrique de l'Ouest et développer le tourisme, un des secteurs clés du développement économique de notre pays, le Bénin. De grandes avancées ont été enregistrées en termes de réhabilitation des infrastructures, de la conservation de la flore et de la faune, mais beaucoup de questions subsistent quant à la collaboration avec les communautés, notamment l'accès aux ressources, les conflits hommes-faune, la gestion des terres, etc. Monsieur Franck Babatunde, vous êtes le directeur des actions périphériques du Parc national de la Pandjari. Nous vous recevons ce matin pour nous parler justement des relations entre l'équipe de gestion du parc et les communautés riveraines. D'entrée, je voudrais vous remercier pour avoir répondu à notre invitation et dites-nous quelle organisation avez-vous mise en place pour l'atteinte des objectifs en matière de conservation. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole sur les ondes de la radio Nanto ce matin pour échanger avec vous et avec les populations et tout ce qui se fait avec les communautés riveraines du parc. Pour répondre à votre question, je dirais que le African Parks, qui est l'actuel gestionnaire du parc national de la Pandjari, dans sa stratégie de gestion des parcs, s'appuie sur les piliers clés suivants. Premièrement, il y a le management et le développement des infrastructures. Comme vous le savez, une aire protégée, c'est un espace qui nécessite beaucoup de moyens par rapport à sa gestion. Donc, il y a une panoplie de dispositifs, de systèmes qui nécessitent la mise en place d'infrastructures conséquentes qui est développée. En dehors de ce pilier, nous avons le pilier de la conservation et de l'habitat qui est même le cœur même de la conservation du parc. Donc tout ce qui concerne le bien-être de la faune dans leur environnement qui est la flore et également les autres biotopes fait partie de l'un des piliers sur lesquels repose et le management qui est développé par African Parks lorsque la gestion d'un parc lui est confiée. En dehors de ce pilier, nous avons l'application de la loi et la lutte anti-braconnage. L'autre pilier qui s'ajoute au pilier dont je viens de faire allusion, il y a le développement communautaire et le développement du tourisme, qui est l'un des piliers phares qui contribue au développement de l'économie nationale tel que institué par le gouvernement actuel, qui fait vraiment du tourisme un pilier phare pour le développement socio-économique du pays. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre ces stratégies, la direction du parc collabore avec plusieurs acteurs, notamment les communes riveraines et les autorités politico-administratives à divers niveaux, du niveau central jusqu'au niveau des villages riverains et également avec l'association villageoise de gestion des réserves de faune, communément appelée AVIGREF. Voilà de façon globale la stratégie qui est développée pour pouvoir vraiment gérer les parcs. Merci beaucoup pour cet éclaircissement d'entrée. Et je voudrais également préciser que c'est Tanko Nicolas Kontori qui assure la manipulation technique. Devant ce microphone, on m'appelle Télésphore Sekou. Nous allons évoluer tout doucement et très bien dans cette émission qui fait partie d'une série d'émissions que nous avons décidé d'organiser pour informer la population sur les différentes actions menées à l'intérieur du parc et la loi qui s'y applique. Je voudrais revenir à vous, Monsieur Franck, pour dire que l'appui au développement socio-communautaire est l'un des objectifs que s'est assigné la direction du parc. Quels sont les domaines dans lesquels vous intervenez à ce niveau? Par rapport au développement communautaire, la direction, pour pouvoir mettre en œuvre sa politique de développement communautaire, la direction du parc national de la Pandjari se dote d'un document stratégique qui est
le plan 3E+. 3E+, ça sous-entend, on a 3 E. Le premier E, ça concerne l'engagement, d'accord? L'engagement qui n'est rien d'autre que tous les mécanismes ou bien institutions ou activités qui sont mises en place et implémentées pour permettre à ce qu'il y ait un processus de participation de tous les acteurs par rapport à la gestion du parc. Et tous ces mécanismes qui sont mis en place permettent également d'avoir un retour de la part des communautés et de tenir compte de certaines de leurs préoccupations dans toutes les mesures de gestion et de conservation du parc. On tient beaucoup à cela parce que s'il n'y a pas un bon environnement, une bonne collaboration avec les communautés, une ambiance de paix, la conservation du parc sera quelque chose d'hypothéqué. Donc c'est un domaine fort sur lequel nous intervenons. En dehors de cela, il y a le domaine éducation. Au niveau du domaine éducation, c'est toutes les activités, tous les mécanismes qui sont mis en place pour que les communautés soient informées de ce qui se fait au niveau du parc, à l'intérieur du parc et même à la périphérie du parc, et également de communiquer les informations fiables qui permettent aux communautés riveraines de ne pas être en marge de ce qu'ils doivent faire pour ne pas enfreindre la loi liée à la conservation du parc. Et en dehors de cela, il y a également au niveau de l'éducation, les mesures d'accompagnement qu'on donne aux différentes institutions qui interviennent dans l'éducation pour que progressivement la dynamique liée même au changement de mentalité puisse être une réalité au sein des communautés riveraines à tous les niveaux. Nous avons le troisième E qui est entreprise. À ce niveau, il faut retenir tout simplement que c'est tout ce que le parc fait à l'endroit des communautés riveraines pour améliorer leurs conditions de vie et faire en sorte que les activités économiques puissent se développer dans le strict respect des règles de conservation autour du parc. Bon, par rapport au plus, c'est en fait tout ce que les autres partenaires font et qui viennent consolider tous les efforts qui sont consentis par le parc en matière de développement communautaire. Voilà, tout à l'heure, vous avez dit que pour pouvoir mener à bien les activités à l'intérieur du parc en lien avec les populations riveraines, tout le monde est alors impliqué, que ce soit les communautés, les autorités locales, les autorités, en tout cas, tous ceux qui sont autour du parc sont vraiment mis ensemble et que vous vous basez sur la stratégie de 3E+, si je peux le dire ainsi. Quel est le point des actions de développement socio-communautaire déjà mises en œuvre? Pour répondre à cette question, je vais aborder les points de ces réalisations-là en fonction de ces trois composantes, c'est-à-dire les différents 3E que j'ai développés précédemment. Donc lorsque nous sommes au niveau de l'engagement, et nous l'avons dit tantôt que nous travaillons avec la Vigref, qui est un partenaire qui nous soutient. Et par rapport à ce partenaire, nous avons signé un accord cadre de partenariat qui se traduit par l'opéralisation d'un plan d'action consolidé entre la direction du parc et puis Avigref. Donc il y a un certain nombre d'actions que nous conduisons ensemble et chacun de nous a des responsabilités qu'il doit assumer. Et pour cela, la Vigref reçoit de la direction du parc national de la Peñari un soutien financier pour son fonctionnement. Et en dehors de cela, il y a l'accès des communautés aux ressources et services à l'intérieur du parc. Comme vous le savez, dans le passé, avant que le parc ne devienne une aire protégée, il y avait déjà des communautés qui vivaient à l'intérieur. Donc, elles étaient déjà habituées à prélever des ressources et qui sont toujours ancrées dans leur quotidien. Et ensemble, avec la Vigref, nous avons étudié les ressources qui peuvent être prélevées et qui ne peuvent pas porter entorse aux règles de conservation. Donc, nous avons retenu ces différentes ressources et services qui sont à l'intérieur du parc, notamment l'adoration des fétiches comme service. Donc, tout cela a été retenu et à la suite de cela, les communautés formulent des demandes qu'elles adressent à la direction du parc et revient maintenant au parc de leur délivrer des autorisations. Donc, lorsque il y a une demande qui a été formulée et
par rapport à une ressource ou bien un service qui est éligible, c'est que automatiquement les communautés ont des autorisations pour accéder à ces ressources-là. En dehors de cela, il y a la question de la gestion des conflits hommes-femmes. À ce niveau, il faut retenir que depuis que African Pass a pris les rênes de la gestion du parc, oui, on a constaté que les animaux s'épanouissent, c'est-à-dire les animaux sauvages s'épanouissent et ils ont tendance à même se rapprocher plus des populations. Donc, ils n'ont plus cet instinct de fuir les communautés comme cela était le cas avant. Ce qui fait que quand ils viennent souvent dans les exploitations des communautés riveraines et ils détruisent les cultures ou bien ils attaquent les bétails. Et pour pouvoir remédier à cela, il a été mis en place un système qui permet de gérer les conflits, qui part d'abord de la formulation des plaintes par les victimes, et une fois que ces plaintes nous sont adressées, on se dépêche sur le terrain avec la VIGREF et également les chefs, les autorités locales des villages où ces dégâts-là sont constatés. On se dépêche sur le terrain pour pouvoir faire le constat. Et après cela, il y a un comité qui siège, qui est présidé d'ailleurs par le capitaine Amoussouga, qui est celui-là qui est chargé du contentieux et de l'application de la loi chez nous. Donc, le comité siège pour statuer sur les différents cas de conflit qui ont été enregistrés au cours d'une campagne agricole. Et à la suite de ça, il y a une indemnisation qui est allouée pour pouvoir aux victimes. Donc, on a commencé par faire cette expérience depuis 2019 et c'est-à-dire la cagnotte qui est souvent mise est de 2 millions à 2 millions 500. Voilà. Et en dehors de cela, il y a le paiement de la TDL, la taxe de développement local, qui est régulièrement versée aux communes de Materi et de Tanguieta. Je tiens à souligner que le taux est passé de 5% à 7%. Donc il y a une légère augmentation de la cagnotte qui est versée au niveau des comptes de ces deux communes. Nous avons également la chasse. Il y a la chasse sportive qui est organisée. Les produits issus de la chasse sportive, les communautés en bénéficient à travers la VIGREF. C'est quoi la chasse sportive? Oui, la chasse sportive, en fait, c'est à chaque année, il y a la saison de la chasse qui est ouverte et il y a des chasseurs professionnels qui reçoivent des permis de chasser de la part de l'État en fonction du quota d'animaux à abattre au niveau des zones de synergétique, c'est-à-dire des zones de chasse. Donc il y a un certain nombre d'animaux qui sont retenus par l'État béninois qu'on peut chasser. Tout cela, c'est dans l'objectif de réguler l'équilibre de la population de ces espèces animales qui sont ciblées. Donc, lorsque je prends le cas du buffle, qui fait partie de ces animaux-là, c'est que une fois que l'animal est abattu, le chasseur lui prend le trophée et une partie de la cuisse, mais le reste de la carcasse est donné aux communautés riveraines. Et c'est la VIGREF qui se charge de procéder à une distribution de cette viande-là par le mécanisme qu'ils ont mis en place. Ça c'est bien, mais est-ce que en dehors de la distribution donc des restes de la chasse sportive, est-ce qu'il y a des rencontres qui s'opèrent pour pouvoir échanger autour de ce qui se réalise avec les communautés? Oui, bien entendu. Et comme on l'avait dit tantôt, il y a toujours des séances d'IFC, information, éducation et communication, qui sont organisées au niveau des villages, avec des groupes restreints, c'est-à-dire par exemple les élus locaux, avec et également les responsables des cellules à VIGREF. Il y a également des rencontres avec les conseils communaux. Nous participons à certains de leurs conseils pour leur faire part, pour partager avec eux ce qui se fait pour que ces élus communaux puissent avoir une idée de ce qui se fait, et on profite de l'occasion aussi pour recueillir leurs attentes et leur soutien, parce que si leur soutien aussi nous est vraiment d'une grande utilité. Quand on a leur soutien, on se sent quand même à l'aise dans le développement des activités que nous menons.
Et voilà, maintenant par rapport à ceux qui sont autour du parc, qui avaient du bétail, qu'est-ce que vous faites pour ceux-là? Pour ceux-là, je dirais que cette année, nous avons procédé à une campagne de vaccination de 5000 têtes de bœufs et nous allons réitérer l'expérience en novembre prochain pour un cheptel de 5000 têtes de bœufs toujours. Et cette activité va se poursuivre dans le temps, les années à venir, et en augmentant le nombre de têtes à vacciner. Voilà. Et l'autre chose, c'est qu'il y a le plan d'utilisation des terres qui a été élaboré, qui permettra de mieux gérer les questions liées à la gestion des terres au niveau de la zone, à la périphérie du parc national de la Pendiari, notamment au niveau de la zone d'occupation contrôlée. Donc tout ça là nous permettra de renforcer davantage tout ce que nous faisons et d'assurer une bonne cohésion de nos interventions autour et dans cette ère-là. Très bien, mais nous allons évoluer avec le point toujours des activités réalisées au niveau du secteur éducation. Et par rapport à l'éducation, je dirais que à ce niveau, les réalisations qui ont été faites par la direction du parc sont notamment orientées vers les écoles et le système éducatif primaire, et cela se traduit par l'appui en matériel didactique mobilier et en enseignants communautaires de 35 écoles primaires publiques. Voilà, donc il y a eu, depuis que African Parks a pris les rênes de la gestion du parc, il y a eu au moins 35 écoles qui ont été impactées et qui ont bénéficié de l'accompagnement du parc et en matériel, c'est-à-dire pour améliorer les conditions d'enseignement. Et en dehors de cela, il y a eu 17 écoles aussi qui ont bénéficié de l'appui du parc dans la construction des cuisines équipées de chacune de 2 foyers améliorés. Tout ça là, c'est pour soutenir le gouvernement dans son effort d'améliorer et d'assurer la sécurité alimentaire en milieu scolaire. 17 écoles ont été accompagnées dans la construction de cuisines équipées de chacune de 2 foyers améliorés. Tout ça là, c'est pour soutenir les efforts qui sont consentis par le gouvernement pour le bon fonctionnement des cantines scolaires à la périphérie du parc. En dehors de cela, il y a les émissions radiophoniques qui sont organisées pour permettre aux communautés riveraines de comprendre, c'est-à-dire de ne pas ignorer la loi, les règles qui régissent les parcs et certaines actions qui sont autorisées autour du parc, y compris également tout ce que nous faisons. À travers ces émissions, nous partageons nos réalisations aux communautés. Et voilà, est-ce que j'aurais ajouté qu'il y a les visites scolaires que nous organisons au profit des écoles, des autorités communales et certaines associations de développement. Tout cela pour faire découvrir les merveilles qu'il y a au niveau du parc et les amener à prendre conscience de la nécessité d'accompagner la direction du parc dans tous les efforts qui sont consentis pour préserver ce joyau que nous avons. Est-ce qu'il y a une action particulière qui est menée dans le cadre de l'environnement? Oui, dans le cadre de l'environnement, il y a les actions de reboisement que nous menons en étroite collaboration, surtout avec les clubs de l'environnement. Donc ces clubs de l'environnement sont au niveau, la plupart d'entre eux sont dans les CEG de la place. Donc c'est des élèves qui sont vraiment des personnes qui veulent, c'est-à-dire qui sont les amis de l'environnement et qui se donnent, et c'est avec eux que nous travaillons, nous organisons des séances pour leur faire part de la manière dont on doit se comporter dans l'environnement pour le préserver. Et j'avoue qu'ils jouent un rôle important dans nos activités de reboisement et je profite pour les remercier sincèrement. Et voilà, en termes d'entreprise, qu'est-ce qui est fait?
Oui, en termes d'entreprise, il faut retenir qu'actuellement, nous sommes positionnés sur l'accompagnement de la filière apiculture, Oui. l'élevage des abeilles pour la production du miel. À ce niveau, il y a au moins, on a eu à distribuer au moins 300 ruches au profit des communautés pour leur permettre de mener à bien ces activités-là. Et en dehors de cette filière, il y a la filière pisciculture qui est, nous sommes à nos débuts et ça suit, on évolue à petits pas. Et enfin, il y a la pêche traditionnelle et la pêche commerciale qui est une activité génératrice de revenus pour ceux-là qui s'y adonnent. Alors, je rappelle que vous êtes Franck Babatunde, directeur des actions périphériques du Parc national de la Pandiari. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous n'allons pas quand même clôturer sans aborder quelques questions. La faune se développe et il n'est pas rare de voir certains animaux comme les éléphants venir dévaster les champs des agriculteurs ou de s'attaquer aux animaux domestiques auprès des éleveurs. Y a-t-il un mécanisme de gestion de ces conflits faune-homme pour une cohabitation pacifique? Lorsque j'abordais la question de l'engagement, j'avais abordé ça brièvement en disant que il y a un mécanisme qui a été mis en place et qui nous permet de recenser les différents dégâts qui sont causés par la faune. Et sur la base de ces dégâts-là, la direction du parc procède à une indemnisation. Voilà, procède à une indemnisation. Mais en dehors de cela, et pour vraiment régler ce problème, réduire de façon significative les cas de conflit homme-faune, le parc a installé une clôture du côté des communautés riveraines. Parce que la plupart des dégâts sont causés par les éléphants. La plupart des dégâts qu'on observe sont causés par les éléphants. Donc la clôture grillagée a été installée principalement pour ces types d'animaux que sont les éléphants. Et c'est cette année que nous avons achevé l'ouvrage. Et je pense qu'avec au moment où on était en train d'installer, on a constaté qu'il y a moins de dégâts dans les zones où il y avait la clôture. Voilà. Ok, voilà, nous sommes à la fin, Monsieur Franck. Votre mot de fin pour clôturer cette émission. Oui, mon mot de fin d'entrée de jeu, c'est de vous remercier et pour l'opportunité que vous offrez au Parc national de la Pandiari de partager avec les populations tout ce qu'il fait à l'endroit des communautés riveraines. Et ensuite de dire à la population béninoise que African Parks, qui est l'actuel gestionnaire du Parc national de la Pandiari, ne fait que implémenter la politique de l'État en matière de gestion des parcs. Donc tout ce qui se fait, c'est régi par la loi et on ne fait que sur les lois qui sont établies par notre pays. Et en dehors de ça, c'est de demander aux communautés de nous soutenir. Nous avons besoin de leur soutien. Et s'il y a des personnes qui veulent avoir plus d'informations, mieux comprendre comment nous fonctionnons, les portes de la direction du parc leur sont grandement ouvertes. On sera vraiment content de les accueillir et de partager davantage avec eux et ce que nous faisons. Merci beaucoup. La gestion du parc se fait conformément aux textes et lois de la République. Les actions entreprises dans le parc et sa périphérie ne traduisent que l'opérationnalisation
de la politique nationale de gestion des parcs nationaux définie par le gouvernement. C'est ce que vous venez de nous dire. Et je veux m'appesantir sur ces deux dernières phrases pour clôturer cette émission et vous remercier sincèrement pour avoir accepté de répondre à cette invitation. Télésphore Sékou, j'ai dirigé cette émission, mesdames et messieurs, derrière la baie vitrée, Tanko Nicolas Kontori a assuré les manipulations techniques. Merci, à la prochaine pour une autre émission. C'était votre émission Le couloir du droit. À jeudi prochain.